Vous écoutez le podcast Masso Solo, le rendez-vous des massothérapeutes ambitieuses, déterminées à s'épanouir et à vivre pleinement en tant que travailleur autonome. Animé par Julie Bureau, conseillère en communication et marketing devenue massothérapeute et coach d'affaires pour les travailleuses autonomes, ce podcast est là pour vous donner des stratégies concrètes et des conseils inspirants adaptés aux réalités uniques de la massothérapie. Si vous rêvez de créer une entreprise à votre image, d'attirer des clients qui vous correspondent et d'atteindre vos objectifs sans dépendre des réseaux sociaux, vous êtes au bon endroit. Bienvenue sur Masso Solo. Salut, bienvenue dans ce nouvel épisode. Aujourd'hui, on va parler d'un sujet qui inquiète pas mal de monde en ce moment, puis avec raison. Ça t'a peut-être déjà traversé l'esprit aussi, hein? On entend parler partout que l'économie ralentit, tout coûte plus cher, les gens coupent dans leurs dépenses. Mais pourtant, certains entrepreneurs continuent de prospérer, même dans ce contexte-là. Alors, on va se demander pourquoi certaines personnes sont toujours prêtes à payer le plein prix pour des produits et services, hein, parfois même plus cher qu'avant, alors que d'autres, vont se plaindre continuellement du coût de la vie, puis vont avoir de la difficulté à arriver. Donc aujourd'hui, on va décortiquer tout ça ensemble parce que si tu es massothérapeute et que tu veux non seulement survivre, mais bien vivre dans ce contexte-là, il va falloir arrêter de croire que les gens ont pas d'argent. Il va falloir arrêter de croire aussi qu'être massothérapeute, c'est choisir de vivre de manière modique, alors que dans les faits, il y a encore bien des gens qui sont encore prêts à investir dans leur bien-être. D'abord, on va mettre une chose au clair. Oui, certaines personnes coupent dans leurs dépenses. C'est tout à fait normal. Okay? Tout ou presque a augmenté, sauf les salaires. Mais tout le monde coupe pas à la même place. Pourquoi? Parce qu'elle juge certaines choses comme étant essentielles, alors que pour d'autres, c'est perçu un peu comme un luxe, par exemple. Si on prend l'exemple des voyages, les billets d'avion dans le Sud n'ont jamais été aussi chers. Pourtant, les avions sont pleins. Parce que pour certaines personnes, partir au soleil l'hiver, c'est non négociable. Pour certains, ça va même leur éviter une dépression saisonnière. Imagine si un voyage d'une semaine au soleil, que tu payes, mettons, 2000 $, permet d'éviter la dépression qui t'empêcherait de travailler pendant 2-3 mois, c'est un deal. Tu sais, on peut même pousser plus loin et penser que la personne qui part dans le Sud, justement, c'est une personne qui vit sous le seuil de la pauvreté. Hein. Au Québec, je ne sais pas si vous savez, mais le seuil de la pauvreté, c'est ceux qui génèrent entre 30 et 40 000 $ par année, quand même. Hein. Donc, disons que cette personne-là qui décide de se payer un voyage dans le Sud, puis qu'on a tendance à juger parce qu'elle vit sous le seuil de la pauvreté. Fait que mettons qu'elle gagne 500 $ par semaine en travaillant. Pour aller dans le Sud, ça va coûter 2000 $ son voyage, puis une semaine en perte de salaire. Fait que ça y fait un total de 2500, mais ce 2500-là va y éviter de perdre une dizaine, une douzaine, peut-être même plus de semaines de travail. Donc, on parle de pertes qui équivalent à environ 5, 6, 7, 8 000 $. Alors, c'est gagnant. Fait que quand on juge la situation d'un œil externe, on peut penser que c'est une décision complètement farfelue de se payer un voyage dans le Sud dans sa condition à elle. Sauf que cette personne-là qui va le faire, même si elle vit sous le seuil de la pauvreté, elle le fait normalement, là. On s'entend, il y a toujours des exceptions, mais en connaissance de cause, parce qu'elle a jugé que c'était prioritaire, puis que le bénéfice de faire ça va être plus grand. Alors, elle l'a priorisé dans son budget. On voit un peu la même chose aussi avec les chirurgies esthétiques. C'est un bon exemple de la façon dont les gens dépensent leur argent ou investissent, là, selon notre point de vue. Il y a des gens qui, parfois, n'ont pas les moyens, mais vont contracter des prêts avec des taux élevés pour pouvoir se payer une chirurgie qu'eux jugent essentielle pour leur bien-être. Okay? Puis, je suis convaincue que tu connais quelqu'un qui a subi, mettons, une liposuction, un redrapage, un facelift, peu importe, là, une chirurgie esthétique quelconque, puis pourtant qui n'avait pas l'air d'avoir les moyens. Puis là, je le mets entre guillemets, là, qui n'avait pas l'air d'avoir les moyens. Mais il faut se mettre un peu dans sa peau puis essayer d'analyser la situation de son point de vue à elle, OK? Mettons que cette personne-là
elle se sentait peut-être mal dans sa peau, puis son état d'esprit l'empêchait de se mettre de l'avant à son travail pour faire valoir ses compétences parce que ça manquait, mettons, de confiance en elle. Et ça a fait en sorte qu'elle n'a pas pu se mettre de l'avant puis qu'elle n'a pas pu obtenir le poste qu'elle souhaitait, puis qui venait évidemment avec une bonne augmentation de salaire. Fait que dans sa situation précise à elle, si on regarde ça de son point de vue, mais cette personne-là, elle a jugé que c'était une bonne décision d'investir quelques milliers de dollars et même de payer des frais d'intérêt pour obtenir sa chirurgie qui va faire en sorte qu'elle va gagner de la confiance en elle-même puis qui, ultimement, va lui permettre de se faire valoir avec confiance et de finalement obtenir un poste qui la paye peut-être 10, 15, 20, 30 000 de plus par année. Alors, pour elle, c'était une priorité et elle a jugé que le bénéfice était plus grand que l'investissement dans ce cas-ci. Okay? Je peux te donner d'autres exemples. Du côté des services de santé, on voit un peu la même tendance. Il y a le stress, l'anxiété qui explose dans notre société, surtout dans les dernières années avec toute la situation mondiale qu'on a vécue. Les gens cherchent des solutions parce qu'ils doivent continuer à fonctionner. On est dans une société de performance, puis il faut gagner sa vie. C'est pas tout le monde qui peut s'offrir quelques mois de repos quand c'est nécessaire, ok? Parfois, ça serait peut-être la solution. Malheureusement, la plupart des gens ne peuvent pas s'offrir ce luxe-là. Donc, ça prend des solutions qui sont plus accessibles, puis même si ces solutions-là viennent avec un certain coût, quelques centaines, quelques milliers de dollars, bien, pour les personnes qui souffrent, puis qui sont à la limite du burn-out, à la limite de ne plus pouvoir travailler puis gagner leur vie normalement, ben l'investissement est toujours mieux que d'avoir à s'absenter du travail pendant des semaines à cause de la maladie. On voit la même chose pour les douleurs chroniques, c'est plus présent que jamais, puis malheureusement, on a un système de santé qui est saturé, qui est difficile d'accès, alors les gens vont se tourner vers des solutions alternatives ou bien ils vont aller obtenir des services médicaux, mais au privé, même si ça a un coût. Il y a l'insomnie aussi qui est un fléau actuellement, puis tu sais, une personne qui dort pas bien, crois-moi, elle va faire tout ce qu'elle veut, tout ce qu'elle peut en fait, pour retrouver le sommeil parce que son manque de sommeil, ça entraîne forcément une incapacité à bien fonctionner. Donc, les gens veulent prioriser les solutions à l'insomnie dans leur budget. Donc, il faut faire attention lorsqu'on dit les gens ont pas d'argent, c'est pas nécessairement qu'ils ont pas d'argent, c'est juste qu'ils vont devoir choisir avec plus de stratégie où est-ce qu'ils vont dépenser leur argent. Ils vont redéfinir leurs priorités. Puis, ce qui est prioritaire pour quelqu'un peut être superflu pour quelqu'un d'autre. Puis, ce concept-là, c'est pas vraiment nouveau, là. T'as peut-être déjà eu un client qui a l'air d'avoir peu de revenus, ok? Peu importe les critères que tu as utilisés, tu as jugé sa situation, puis tu as estimé qu'il y avait peu de revenus. Mettons, si ce client-là, il négocie tes prix ou bien il vient juste te voir si tu fais une promotion. Puis là, tu finis par apprendre qu'il est parti dans le sud pendant que toi, tu peux même pas te payer des vacances et encore moins des vacances dans le sud, même si t'en rêverais. Fait que tu te sentais mal de facturer ce client-là. Tu te sentais mal par rapport à sa situation. Lui, est-ce qu'il se sent mal de partir dans le sud pendant que toi, tu peux pas y aller? Non. Tu sais? C'est frustrant, mais je pense qu'on a une leçon à en tirer des situations comme ça. Ben d'abord, on connaît pas la situation spécifique dans laquelle se trouvent les gens. Et ce qui est essentiel pour un est pas nécessairement essentiel pour l'autre. Fait que dans ce contexte-là, nous, en tant que massothérapeute, évidemment, on peut pas changer la réalité, mais on peut faire en sorte d'attirer des clients pour qui nos services sont vraiment une priorité. Et de cette façon-là, peu importe ce qui advient de l'économie, nos services vont demeurer en tête de liste lorsque ces personnes-là vont devoir refaire et réévaluer leur budget. Peu importe les fluctuations de l'économie, faut s'arranger pour demeurer une priorité pour nos clients. En marketing, tout repose sur la perception de valeur. Fait que si tu attires des clients qui voient tes services comme un petit luxe à s'offrir quand ils ont un peu de lousse dans leur budget, ben évidemment, faut que tu t'attendes que quand ils ont plus de lousse dans leur budget, c'est toi qui vont couper. Par contre,
Si tu attires des clients qui cherchent une solution à un problème bien spécifique, bien précis, qui les préoccupe énormément, là, alors là, c'est tout autre chose. Je vais te donner quelques exemples. Des fois, c'est plus facile un peu pour comprendre où je veux en venir, là. Mettons qu'un entrepreneur est poigné avec des douleurs chroniques. Pendant qu'il est immobilisé, il est assis dans son sofa à cause de sa douleur, il peut pas bouger ou presque. Il est en train de perdre de l'argent et de perdre des clients. Fait que c'est sûr que lui va avoir une attitude de dire, ça coûtera ce que ça coûtera, faut que je règle ce problème-là au plus vite. Même chose pour un athlète. Mettons qu'il se prépare dans l'objectif de faire une compétition importante, ça fait longtemps qu'il attend cette compétition-là, il va vouloir s'entourer des meilleurs thérapeutes, puis il va accepter de payer le prix pour optimiser sa performance, puis accélérer sa récupération, mettons en cas de blessure, parce que pour lui, c'est essentiel. Donc, peu importe ce qui arrive, il va prioriser ses soins. Quelqu'un qui souffre de stress intense, par exemple. Lui, il veut juste arriver à se détendre pour qu'enfin il puisse bien dormir puis fonctionner normalement. Il a peut-être même déjà mis beaucoup d'argent dans toutes sortes de thérapies qui n'ont pas rapporté les résultats souhaités. Okay? Ça fait peut-être 2000, 3000 dollars qu'il va dépenser en soins qui n'ont pas fonctionné pour lui. Okay? Il est complètement au bout du rouleau, il est prêt à tout, puis toi, on fait ça souvent, tu vas voir, tu vas peut-être te reconnaître là-dedans. Toi, le client arrive, il souffre énormément, il est au bout du rouleau, tout ça. Puis là, tu te sens super mal de dire que, probablement que ça va nécessiter 2 séances, là, puis que chacune des séances, c'est 150 dollars. Tu sais, t'as de la misère parce que tu te dis, oh mon Dieu, tu sais, c'est comme si j'y enlevais 300 dollars, là, au final, 2 séances à 150. Tu te sens super mal, OK? Mais lui, il vient de dépenser 3000 pour rien. Pour lui, 300 pièces quand tu peux changer sa vie, OK? Puis l'aider à aller mieux, il n'y a rien là. C'est rien pour lui, ce 300 $-là. Alors, faut vraiment ne pas présumer et se mettre dans la peau du client. Puis, une façon de faire en sorte que tu vas rester en tête de liste de son budget, c'est en te positionnant comme étant une spécialiste dans un domaine spécifique. C'est là que tu vas attirer une clientèle qui perçoit ton service comme un investissement plutôt que comme une dépense. Et là, tu vas attirer des gens qui sont heureux de te payer, puis qui vont toujours te prioriser, peu importe ce qui se passe dans leur vie, dans l'économie globalement. Fait que maintenant, la question que tu te poses probablement, si tu as bien compris ce que je t'explique depuis le tout début de l'épisode, c'est « OK, mais comment je fais pour me positionner comme une experte, puis non comme une massothérapeute parmi tant d'autres? Comment je fais pour que les gens aient vraiment besoin de moi et ne me voient pas comme étant juste un petit luxe qu'on se paye de temps en temps? » Je vais te donner 4 grandes étapes pour y arriver. Ça, c'est des actions concrètes que tu peux commencer à mettre en place dès maintenant. Première étape, tu dois absolument choisir ta spécialité. Avant même de parler de positionnement, faut que tu sois clair sur ce que tu veux offrir puis à qui tu veux t'adresser. Okay? Je vois des massothérapeutes qui, exemple, disent « Ouais, mais je publie tout le temps sur les réseaux sociaux, je veux faire de la publicité, je veux... » OK, puis là, je leur demande « Qu'est-ce que tu vas écrire dans tes publicités? » Là, je sais pas. Ou ils vont écrire massage 60 minutes, payez-vous un bon massage, offrez-vous un temps pour vous, tu sais, des généralités vagues comme ça. Et donc, ça va être de la publicité qui est payée vraiment dans le vide parce que ça va attirer un peu n'importe qui sera pas nécessairement prête à te prioriser dans son budget quand il va avoir des petits imprévus ou bref, un manque au niveau de ses finances, là. Fait que pour déterminer ta spécialité, il y a différentes façons de procéder. Pour plusieurs massothérapeutes, c'est une étape qui est très paralysante puis qui va même les empêcher d'avancer parce qu'ils ont l'impression qu'en choisissant une spécialité puis une clientèle cible, ils vont se priver de plein d'autres clients potentiels. Faut que tu dises une chose, en choisissant ta spécialité et ta clientèle cible, ce package-là, on appelle ça la niche marketing, là, en te nichant, tu vas au contraire attirer des meilleurs clients, donc des clients qui vont être fidèles, qui vont rester avec toi et ton attraction client à un moment donné, mais
Tu n'auras plus besoin d'en faire. Quand ta clientèle est bien bâtie, puis tes clients sont fidèles, puis eux t'emmènent des nouveaux clients, ben tu peux enfin arrêter de penser à toujours essayer d'attirer de la nouvelle clientèle. Puis l'autre chose aussi, quand tu es ciblé, tu vas avoir des communications qui vont être pas mal plus efficaces et impactantes, qui vont capter l'attention des bonnes personnes plus rapidement que si tu publiais que des généralités. L'autre chose aussi, faut pas voir ça comme une fatalité, là. Choisir sa clientèle cible et choisir sa spécialité, c'est pas quelque chose que tu fais pour la vie, là. C'est quelque chose que tu dois faire maintenant pour t'aider à attirer ta clientèle, mais il n'y a rien qui t'empêche dans, mettons, 6 mois, quand tu vas avoir stabilisé tes revenus, quand tu vas avoir une bonne clientèle, quand les choses vont bien aller, ben au fil de tes formations, avec ton expérience, tout ça, peut-être que tu vas avoir le goût de modifier un peu ta clientèle cible et ta spécialité. Moi, c'est ce que j'ai fait. En fait, je suis encore en transition. C'est juste que ma clinique va bien, ma clientèle est là et tout. Fait que je l'ai pas nécessairement priorisé dans mes actions, mais je suis passée de massothérapie familiale à spécialiste en gestion des douleurs chroniques. Là, tu peux pas te fier sur ce qu'il y a présentement au moment où j'enregistre cette émission-ci, sur ce qu'il y a sur mon site web, parce que c'est complètement incohérent. En fait, il y a plus rien sur mon site web. Mais c'est la transition que je suis en train de faire. Puis, c'est pas mal plus facile de changer les choses quand tes revenus sont stabilisés, quand ta clientèle est là, que d'essayer de viser trop large en ce moment, puis te planter carrément, pas attirer les bonnes personnes, puis pas attirer autant de clients de qualité que tu voudrais. Fait que moi, je dis, donne-toi au moins 6 mois, là. Choisis une spécialité, dis-toi que c'est pour 6 mois, puis tu réviseras ça ensuite. Ceci dit, pour trouver une spécialité qui va te permettre de te positionner stratégiquement, il y a différentes façons de procéder. Une des façons qui est intéressante pour ceux qui pratiquent déjà, qui ont déjà quelques clients, c'est d'observer justement tes clients actuels et de te poser différentes questions, genre quel genre de clients qui viennent te voir le plus souvent, pour quel type de problème, est-ce que les gens te consultent, est-ce qu'il y a des problèmes en particulier que tu aimes aider à soulager? Est-ce qu'il y a des types de clients en particulier que tu préfères? Fait que ça, déjà, ça va t'orienter dans ta réflexion. Je te donne un exemple. Je pratique la massothérapie, puis j'utilise beaucoup les ventouses dans mes soins, là, en général. J'ai aussi une formation en drainage lymphatique. Puis, avec le temps, j'ai remarqué que cette combinaison-là était une combinaison parfaite pour offrir des soins anticellulites. Fait que j'ai essayé ça. On s'entend, ma clientèle était bâtie, mes choses allaient bien, donc à ce moment-là, on peut se permettre de faire des essais. J'ai essayé ça, de dire « Hey, je vais me lancer dans les soins anticellulites ». Puis, je te fais une parenthèse ici, si tu veux te positionner dans un créneau où la demande est forte en ce moment, ok, malgré l'économie, c'est le créneau de l'esthétique. Okay? C'est un peu malheureux quand on y pense, là, mais les gens vont généralement prioriser ce qui impacte leur apparence versus leur bien-être. Okay? C'est un créneau où il y a des opportunités incroyables. Tout le volet là, esthétique, super créneau en ce moment si tu cherches des belles opportunités. Je te ferme la parenthèse, là. Je reviens à mon exemple de soins anticellulite. Donc, j'ai commencé à mettre ça de l'avant. Puis, je voulais tester un peu le marché. Oui, le marché était là. Okay? La demande était croissante, mais j'ai pas particulièrement aimé travailler avec ce genre de clientèle-là. Et là, je dis pas que c'est les clientes que j'aimais pas, puis je parle en mon nom seulement. Moi, personnellement, j'ai moins aimé travailler avec ces clients-là. J'ai réalisé que je préférais recevoir des clients qui sont conscients de leurs habitudes sur leur santé puis qui veulent aller mieux. Je préfère ça, travailler en collaboration avec eux, que de travailler avec des clientes qui, mettons dans mon cas à moi, c'était surtout des clientes qui cherchaient une solution rapide et parfaite. Donc, elles voulaient toujours plus de résultats, mais ne voulaient pas vraiment faire d'efforts puis collaborer. Augmenter la consommation d'eau, l'exercice. C'était comme plus difficile de les faire participer, mais il y avait toujours des attentes très, très, très élevées par rapport aux résultats. Moi, c'était
ce clash-là a fait en sorte que j'ai moins aimé cette clientèle-là. Alors, j'ai simplement laissé tomber cette offre-là, mais j'ai pu la tester. Est-ce que ça m'empêche, le fait que je me spécialise particulièrement dans les douleurs chroniques, est-ce que ça m'empêche de faire de temps en temps des soins anticellulite quand mes clients me le demandent ou quand je sens qu'ils en ont besoin? Ben non! Tu sais, j'en fais de temps en temps et c'est ça aussi que je veux que tu retiennes dans cet épisode-ci, c'est oui, c'est important de te spécialiser, mais le fait de se spécialiser ne t'empêche pas de pratiquer d'autres techniques, de recevoir d'autres clients. Tu sais, c'est pas, justement, je l'ai dit tantôt, c'est pas une fatalité. Mais c'est juste pas qu'est-ce qu'on va mettre de l'avant. Par exemple, moi, tu sais, j'en parle pas ouvertement des soins anticellulite, c'est pas ce que je vais promouvoir, c'est pas ce que je vais mettre de l'avant. Si ça donne, ben je le fais. C'est important aussi dans ta réflexion. Bon, tu peux y aller en réfléchissant à tes clients actuels, ce qu'ils te demandent, de ce que tu aimes, les problèmes que tu aimes traiter, tout ça. C'est important aussi dans ta réflexion que tu identifies ce que tu aimes le plus faire. Quel type de soins te passionne le plus? Ne te limite pas juste à ce que tu fais actuellement. Dans un monde idéal, qu'est-ce qui te passionne le plus? Quelle technique est-ce que tu adores faire? Fait que ça aussi, ça doit contribuer à ta réflexion pour t'amener à trouver ta spécialité. Tu peux te demander aussi où est-ce que tu as les meilleurs résultats. Si tu pratiques déjà, là, avec quel type de client tu obtiens les transformations les plus spectaculaires. Tu sais, le client est arrivé, il marchait à moitié pas, puis après 1, 2, 3 séances, ben il est capable de bien fonctionner, puis il a repris la course, mettons. Ça, c'est des transformations spectaculaires. Donc, avec quel type de client, pour quel type de problématique particulière est-ce que tu offres des belles transformations? Pourquoi est-ce que les clients ou les gens, même dans ton entourage, tu sais, vont te complimenter souvent? Qu'est-ce que toi, tu réussis vraiment bien? Pour ça aussi, quand tu vas te poser la question, tu sais, je t'invite à utiliser le bagage que tu as déjà. C'est pas absolument nécessaire d'aller te former encore plus, d'autant plus que probablement au point où tu en es, tes revenus sont pas stabilisés. Donc, d'aller chercher juste plus de formation tout le temps. Tu sais, oui, on aime ça, puis oui, c'est important de faire la formation en continu. Moi, je crois beaucoup à ça. Sauf qu'au stade où tu en es, quand tu es en démarrage et que tu essaies de faire croître ta clientèle, ça donne rien de dire « OK, ben moi, je vais me spécialiser dans, je sais pas, là, tu sais, la méga relaxation, fait que je vais aller me chercher le massage aux pierres chaudes, puis telle autre technique, puis tout ça. » Pense pas à ça, là. Avec le bagage, l'expérience, les connaissances, les formations que tu as déjà, qu'est-ce que tu peux faire? Comment tu peux te positionner? Dans quelle spécialité tu peux te positionner? Si tu débutes dans la massothérapie, que tu n'as pas beaucoup ou pas de clients encore, tu peux aussi y aller d'une manière un petit peu plus objective en regardant le marché pour essayer d'évaluer où est-ce qu'il y a la plus forte demande, OK? C'est quoi les besoins qui sont criants? Et je dis bien criants, hein, parce que plus le besoin est grand, plus le client va te prioriser. Donc, quels sont les besoins immenses, intenses, énormes en ce moment? Tu sais, j'en ai parlé plus tôt, les douleurs chroniques, l'insomnie, le stress, la récupération sportive, l'absentéisme au travail, ça c'est un gros problème. L'absentéisme au travail, si, mettons, toi, tu fais du massage sur chaise et que tu vises à obtenir des contrats en entreprise, c'est là-dedans que tu veux vraiment te spécialiser, tu vas vouloir t'adresser aux gestionnaires, aux propriétaires d'entreprise, à ceux qui vivent et qui subissent, en fait, l'absentéisme au travail de leurs employés qui sont en burn-out ou qui ont des douleurs physiques. Fait que pour eux, pour ces gens-là à qui tu vas t'adresser, le problème est énorme. Donc ça, c'est une manière un petit peu plus objective d'y aller. Et quand on fait ça, il faut aussi regarder la concurrence. Et là, la façon d'observer la concurrence, ça va être un petit peu déstabilisant ce que je vais te dire ici parce que c'est probablement pas ce que tu as l'habitude de faire. Pour trouver ta concurrence, il faut que tu te demandes pour ton client idéal. Donc, tu te mets dans la peau de ton client idéal, ton client cible. Quelles sont les autres options qui sont disponibles à lui pour régler son problème intense? Si on prend l'insomnie, une personne qui souffre d'insomnie,
elle peut choisir de consommer de la médication, prendre des suppléments, pratiquer un sport, voir un psychologue ou y aller avec un thérapeute manuel comme toi, mettons, comme moi aussi. Alors, toutes ces options-là qui sont disponibles pour ton client idéal, c'est ça ta réelle concurrence. Si tu choisis de te positionner comme experte auprès des gens qui souffrent d'insomnie, ta concurrence, c'est pas tous les autres massothérapeutes. L'espèce de défaite qu'on se donne souvent de dire « Ouais, mais moi, c'est compliqué parce que dans mon coin, on est beaucoup de massothérapeutes », ça a plus lieu d'être parce que ta réelle concurrence, c'est pas les autres massothérapeutes, c'est toutes les solutions disponibles pour ton client idéal. Fait que mettons que les médicaments, il les a déjà essayés, puis ça lui donne des effets secondaires, puis il aime pas ça. Okay? Quand on prend notre exemple ici de l'insomnie, puis que le sport, oublie ça, il sait que c'est bon de faire du sport, ça rentre pas dans son horaire, il est comme juste à bout, il est épuisé, oublie ça, ça fonctionne pas. Il a déjà vu un psychologue, mais ça suffit pas. Mais là, tu deviens comme une option vraiment intéressante pour lui, parce qu'il a fait le tour de toutes ces autres options. Et ce sont ces autres options-là qui sont ta réelle concurrence. Alors, ça nécessite cette réflexion-là au sujet de ta spécialisation. Quand tu analyses le marché, ça nécessite vraiment que tu évites de tomber dans le piège en disant « ben les autres massothérapeutes sont mes concurrentes ». C'est pas ça. Tu dois te mettre dans la peau du client et de dire quelles sont les options qui sont disponibles pour ce client-là. Ouf! Hein? Quand même, hein? Juste choisir sa spécialité, c'est pas rien. Mais je te dis, ne t'empêche pas d'avancer. Pour ça, mets pas tes propres bâtons dans tes roues. Choisis quelque chose, puis vas-y. Au pire, tu changeras plus tard, mais fais juste comme avancer. Une fois que tu as choisi ta spécialité, ben là, tu vas devoir venir travailler tes communications. Il faut que ton message soit super clair. Vendre un bon massage, vendre un temps pour soi, vendre un massage qui fait donc du bien, c'est vendre des généralités. Et c'est pas ça qui va t'aider à acquérir des bons clients, d'autant plus dans le contexte actuel dans lequel on vit. T'es pas en train de vendre un bon massage, t'es en train de vendre une transformation pour une personne spécifique qui est ton client cible. Et c'est ça que tu dois communiquer. Une bonne façon de le faire, c'est en mettant de l'avant tes résultats. Tu vas utiliser un langage qui est axé sur les bénéfices de ton soin pour ton client cible. Quand tu communiques, essaie de lui faire voir comment il pourrait se sentir mieux après avoir passé entre tes mains. Au lieu de dire, par exemple, j'offre un massage thérapeutique de 60 minutes, ben tu vas peut-être aller plus dans quelque chose comme soulagement efficace des douleurs chroniques en X nombre de séances. Puis là, fais attention de ne pas tomber dans la fausse représentation. Tu sais, tu veux pas dire des choses qui sont fausses, évidemment. Mettons, je vais te donner un exemple là, dans ma propre pratique. J'estime qu'en moyenne, 3 séances, c'est à peu près ça que ça prend aux gens pour une problématique donnée pour aller mieux. Mais là, j'explique toujours, après, tu sais, il y en a que ça leur en prend 5, 6, 7, il y en a que ça leur en prend une, puis le niveau de collaboration du client, les exercices, les habitudes qu'il va avoir dans son quotidien, va aussi jouer là-dedans. Mais je peux dire qu'en moyenne, j'estime que ça prend environ 3 séances pour dire que là, on va mieux. Donc, tu peux écrire ça. Puis, tu peux partager aussi, mettons, tu peux avoir une autre approche de dire mes clients observent en moyenne une diminution de 80% de leur douleur sciatique et peuvent reprendre leurs activités après une première séance, mettons. Le piège ici, fais attention là, pour pas te retrouver avec des problèmes, de juste pas faire des affirmations qui soient fausses. Mais vas-y avec du concret, va avec quelque chose qui va interpeller ton client idéal. Ce que tu peux faire aussi du point de vue de tes communications, c'est de créer des contenus qui vont démontrer ton expertise. Fait que ce soit sur les médias sociaux, si tu choisis de les utiliser, ou que tu aies ton propre site web, dans le fond, ce qui est important à ce niveau-ci, c'est que tes messages s'en aillent tous dans la même direction. Puis cette direction-là, cet objectif-là que tu as quand tu communiques, c'est de démontrer ton expertise. Fait que tu vas y aller avec des titres
qui vont être accrocheurs pour ton client cible. Ça peut être, mettons, 3 erreurs qui aggravent vos douleurs lombaires. Puis même, on pourrait être un peu plus précis, parce qu'est-ce que les gens parlent de douleurs lombaires? Rarement. Les gens parlent de mal de dos, parlent de tour de rein. Faut parler le langage de notre clientèle cible. Ça peut être un autre exemple, tu sais, pourquoi tant de femmes enceintes souffrent de douleurs reliées à leur nerf sciatique, puis comment moi je peux les aider? Oh, ben là, si tu t'adresses aux femmes enceintes qui souffrent de douleurs, ça se peut que tu aies capté leur attention. Je reviens avec mon fameux exemple de l'insomnie, mais tu sais, vous avez de la difficulté à vous endormir? Point d'interrogation. Saviez-vous que mes soins ciblent spécifiquement l'insomnie? Oh, ça se peut que la personne soit intéressée. Et là, ce que tu vas faire dans le texte qui va suivre ou dans la vidéo, que ce soit un texte, une vidéo, une publication, peu importe le média que tu vas utiliser, tu vas aller démontrer que, d'abord que tu connais ton sujet, que tu comprends comment la personne se sent, donc tu vas refléter ce que ta clientèle cible vit comme problème et que tu as les connaissances pour l'aider. Tu vas aller démontrer ton expertise. Il y a aussi les témoignages de tes clients qui vont t'aider à mettre de l'avant ton expertise puis les résultats que tu offres. Fait que demande à tes clients satisfaits et là, normalement, tes clients devraient tous être satisfaits. Si c'est pas le cas, faut vérifier ce qui cloche, puis là, on peut se parler pour essayer d'analyser ça parce que peu importe ce que tu vas faire en termes de marketing, de communication, si tes clients sont pas satisfaits, ça marchera pas, là. Normalement, tes clients devraient être satisfaits et demande-leur de parler des résultats qu'ils ont obtenus avec toi. Un témoignage, c'est puissant puis c'est bien plus convaincant que la fameuse liste de services que je vois comme trop souvent. Les gens, c'est le concept de preuve sociale qu'on appelle en marketing, c'est que les gens, en général, vont accorder plus d'importance à un témoignage de quelqu'un qu'ils connaissent même pas qu'à l'entreprise elle-même qui parle des services qu'elle a à offrir. Alors, c'est vraiment puissant, c'est important de les récolter, de les publier, les témoignages de tes clients. Ça, c'est les communications. C'est un autre gros morceau pareil, parce que une fois que tu as déterminé ton positionnement, tu dois bien le communiquer et ensuite, tu dois projeter une image d'experte. Et là, on va se garder ça pour un prochain épisode parce que je pense que ça fait beaucoup de contenu à digérer. Donc, dans le prochain épisode, je vais te parler de l'image dans sa globalité, en incluant l'image de marque, mais pas exclusivement. Je vais te parler aussi de pricing, la tarification. Alors, je te remercie beaucoup d'avoir été à l'écoute aujourd'hui. Si tu as commencé tes réflexions, si ça a semé une petite graine par rapport à ta spécialisation, écris-moi ça en commentaire. Ça va me faire plaisir d'en discuter avec toi. À très bientôt. Vous venez d'écouter Masso Solo, le podcast des massothérapeutes déterminés à bâtir une entreprise prospère. Pour ne rien manquer des prochains épisodes, abonnez-vous et laissez-nous un 5 étoiles. Pour des ressources et des outils pensés pour vous, rendez-vous sur massosolo.com. Merci de votre écoute et à très bientôt dans le prochain épisode.